Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Réapparition du leader du mouvement politico-religieux Bundu Diyamaala. Il a été présenté publiquement ce lundi 6 mai à Kinshasa. Donné pour mort en 2017, Nemwanda Semi aurait vécu dans la clandestinité ces 2 dernières années. La Banque mondiale accompagne l'Angola dans sa stratégie de sortie de crise et de relance de l'activité économique. L'organisme accorde un nouveau prêt de 1,2 milliard de dollars au pays, un appui financier pour accompagner la stratégie de sortie de crise du pays. Et puis au Sénégal, les autorités ont pour projet d'arrêter le signal de la télévision analogique dans le pays en faveur du numérique. L'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. En République démocratique du Congo, après une évasion et une cavale de 2 ans, Nemwanda Semi a réapparu ce 6 mai. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Aucune information n'a été donnée sur la vie qu'il a menée pendant ces 2 dernières années passées dans la clandestinité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il était donné pour mort lors de l'évasion de la prison centrale de Kinshasa, appelée communément Makala. Le chef de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo s'est montré de nouveau ce lundi 6 mai à Kinshasa. C'est au cours d'un point de presse tenu par Olenga Nkoyi, président du Conseil national de suivi de l'accord, que l'homme a été présenté à la presse. Voilà aujourd'hui, Nemwanda Semi est là, il n'a pas été tué. Ni par les régimes passés, ni par le régime actuel. Donc, il est là. Dans une brève intervention devant la presse, le chef spirituel de Bundu Diyamaala a déclaré venir consolider la paix. Aucune allusion faite sur les lieux et les conditions dans lesquelles il a vécu après son évasion spectaculaire de la prison la plus sécurisée du pays. Un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays. C'est donc à l'aube du 17 mai 2017 que les adeptes de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo avaient lancé l'assaut sur la prison de Kinshasa où était détenu leur leader. Des morts, notamment à coups de machette, dont 2 geôliers avaient été enregistrés. L'évasion de Nemwanda Semi avait fait de lui l'ennemi numéro 1 des forces de l'ordre qui se sont lancées sans succès à sa recherche. Nouvelle crise en Mauritanie au sein de la CENI. Le pays est une nouvelle fois dans l'impasse à moins de 3 semaines du début de la campagne en vue de la présidentielle du 22 juin 2019. L'opposition a 3 sièges à remplir au sein du comité des sages de la CENI, un comité qui comprend 11 membres. Sur les 3 noms proposés par l'opposition, le ministre de l'Intérieur en a refusé un. Il s'agit d'Amidou Ouédia. Le gouvernement propose à l'opposition de choisir une femme à la place d'Amidou Ouédia, et ce dans un souci d'équilibre des genres, mais pour l'opposition, il s'agit d'un prétexte. Nouveau prêt pour l'Angola. La Banque mondiale va accorder en juin 2019 un nouveau prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars au pays, une somme qui va servir à l'exécution de projets d'infrastructures mis en place par le gouvernement de João Lourenço. Les détails avec Corinne Camdem. Après un prêt d'1 milliard de dollars octroyé à l'Angola pour financer des projets liés à la sécurité sociale et à l'eau en mars dernier, la Banque mondiale va à nouveau débloquer la somme de 1,2 milliard de dollars au mois de juin pour le 2e producteur de pétrole d'Afrique. Somme qui servira à l'exécution de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement du président João Lourenço, qui peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Cet appui de la Banque mondiale intervient à un moment opportun, principalement parce que l'Angola a affaire à une institution dont les facilités de financement sont différentes de celles d'autres agences financières internationales. Les coûts de financement de la Banque mondiale ont des taux d'intérêt beaucoup plus compétitifs, avec des durées de maturité plus longues, en plus de sa spécialité dans l'investissement lourd dans le capital humain,
et dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale des plus défavorisés. L'Angola a été plongé dans une crise économique en raison de la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014, une économie qui pâtit de sa forte dépendance aux revenus issus des hydrocarbures. C'est pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles pour développer d'autres secteurs qui lui permettront d'équilibrer ses sources de revenus. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques économiques qui vont dans la bonne direction. L'économie angolaise pourrait sortir de la récession cette année en grande partie grâce à l'amélioration de la demande intérieure. L'appui de la Banque mondiale à l'Angola concerne principalement l'eau, l'agriculture, le développement local, la protection sociale, l'énergie solaire et les transports. Le premier pays d'Afrique en transition vers le numérique est le Sénégal. Une transition en bonne voie. Les autorités prévoient de couper le signal de la télévision analogique dans l'ensemble du pays au mois de juin 2020. Une phase de finalisation va se concrétiser dès septembre 2019. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Les autorités sénégalaises veulent couper le signal de la télévision analogique dans le pays. Une transition qui devrait se faire en 2 phases, à savoir la replanification de la couverture qui permettra de retravailler sur la redistribution des décodeurs avant la reprise du basculement. La finalisation, quant à elle, est prévue en juin 2020, tandis que l'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. La transition, c'est un changement de technologie. On passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique, une méthode qui a su être réglée grâce à l'instauration d'un partenariat public-privé. Par rapport à la sous-région, par rapport à nos pairs africains, on peut dire que le Sénégal est aujourd'hui un des premiers pays qui avance dans ce processus. Dès l'instant qu'on considère que les pays limitrophes sont confrontés déjà à la problématique de financement et la démarche ou on va dire l'option prise par le Sénégal à la base de partir sur un partenariat public-privé nous a permis quelque part de bien avancer sur le projet et de pouvoir réaliser nos objectifs, on va dire, à 50%. L'analogique et le numérique sont 2 procédés qui servent à transporter et stocker des données. L'analogique est né avec le début de l'électricité, tandis que le numérique est apparu plus récemment avec l'ère de l'informatique. Il faut rappeler que le Sénégal a choisi le groupe Excaf Télécom, une entreprise locale, comme opérateur exclusif de la plateforme TNT. Au Rwanda, une grande partie de la population souffre encore de troubles psychologiques après le génocide de 1994. Entre 25% et 37% des Rwandais souffrent d'une maladie mentale, selon une récente étude du ministère de la Santé. La dépression et le stress post-traumatique sont fréquents au sein de la population. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaisanga. Selon une étude réalisée par le ministère rwandais de la Santé avec l'Association rwandaise des psychologues, entre 25 et 37% des Rwandais souffrent d'une maladie mentale. 25 ans après le génocide, l'état psychologique des victimes semble s'améliorer selon les spécialistes, même si le nombre reste relativement élevé, surtout parmi les rescapés du génocide. La réalité empirique, que ce soit clinique, mais également les recherches qui sont faites au Rwanda, montre que les cas de trauma sont encore très très importants. En termes de chiffres, on va voir que la population générale, au moins 3% de la population présente des signes visibles du trauma comparé à la population des survivants. De toutes les maladies mentales, la dépression vient en tête avec 11,9% et le stress post-traumatique qui prend 11,5% des Rwandais qui ont participé à l'enquête. Tout cela en plus des troubles liés au changement des conditions de vie. Le développement, la technologie, la pression sociale, l'économie qui se développe rapidement. C'est autant de mouvements qu'on observe dans d'autres pays dits développés sans même avoir vécu les génocides. Donc, je veux dire, la détresse psychologique associée au génocide devient en plus de ce qui est déjà
possible pour tout le monde. La recherche a également montré que 61,7% des répondants souffrant de maladies mentales savaient où chercher de l'aide professionnelle. Cependant, seulement 5,3% d'entre eux ont demandé ce soutien, d'où la nécessité de prendre des mesures adéquates selon les experts, car ce sont des vies qui sont en jeu. Au Soudan, des tableaux, des peintures murales, des graffitis mettent en image indélébile la révolution populaire, révolution qui a permis l'éviction le 11 avril 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans et désormais en prison. Des œuvres artistiques qui serviront de documentation pour les générations futures. Aïssatou Diamanka-Beslan. Au Soudan, les artistes jouent leur partition dans cette révolution qui a permis l'éviction le 11 avril 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans et désormais en prison. Sous forme de tableaux d'art, de peintures murales, de graffitis, la lutte qui a fait tomber l'homme fort du pays s'exprime dans les pinceaux. Nous soutenons les manifestants avec nos armes, la peinture, le pinceau et la couleur. C'est ce que nous avons pour exprimer nos sentiments et notre soutien au peuple soudanais. Pour l'artiste Aya Abdelrahim, ce projet artistique sur cette lutte politique historique permettra d'avoir une documentation pour les générations futures. C'est de la documentation de l'histoire de la révolution du Soudan. Si le soulèvement n'est pas documenté, les générations futures ne connaîtront pas ce qui s'est passé. Nous documentons notre histoire passée et celle des martyrs qui sont morts. Sur une grande toile qui sera réalisée, il souhaite récolter 1 million de signatures des manifestants à travers le pays. Les artistes peintres espèrent que cette œuvre artistique sera inscrite dans le Guinness World Record. Enfin, nous pouvons dire que justice a été rendue. Notre fresque murale est fantastique. Nous avons de l'espace pour collecter les signatures des révolutionnaires qui étaient présents depuis le 6 avril. Nous espérons aussi que nous parviendrons à l'inscrire dans le Guinness World Records. Pour le président déchu, Omar el-Béchir, 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 à son encontre sont toujours actifs. L'ancien chef d'État est poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre commis au Darfour lors de la guerre opposant le régime à une rébellion. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.